grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver après ces jours de congé. Nous sommes lundi 2 novembre 2015. Bienvenue donc à cette émission. Une émission qui est consacrée aujourd'hui à la date anniversaire donc des assassinats sur les personnes de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, respectivement journalistes et techniciens à RFI, à Kidal, donc assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal au moment de vive tension donc dans cette zone. Nous ferons le point avec nos invités. Ils sont trois: Pierre-Yves Schneider du collectif des amis de Ghislaine et de Claude et Ibrahim Koulibaly de l'association malienne donc des éditeurs de presse privés, et également en ligne avec nous Serge Daniel, journaliste écrivain. Je suis Famoussa Sidibé. Gagné Kanté est à la technique. Studio Tamani. 2 ans donc après les assassinats à Kidal de Ghislaine et de Claude, respectivement journalistes et techniciens à RFI, ces assassinats ont marqué les consciences au Mali et dans le monde. Et donc c'est en plein exercice de leurs fonctions que Ghislaine et Claude ont été tués le 2 novembre 2013 à Kidal, alors qu'ils préparaient une série de reportages en prévision des législatives maliennes qui devaient donc permettre au pays de sortir progressivement de la crise. Un double assassinat qui sera quelques jours plus tard revendiqué par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb et islamique. À la tête de cette branche d'AQMI au Mali, certaines figures bien connues des services secrets maliens, notamment Abdelkrim El Tarki, le chef Touareg de la Katiba El Ansar, et Mohamed Ali Ag Wassouden. Tous les deux vont être abattus par les forces armées françaises dans le nord du pays, au nom de la lutte antiterroriste, hypothéquant donc les chances d'une justice loyaliste. Les désaccords qui opposent les rebelles de Kidal aux autorités de Bamako ont piétiné davantage le travail des enquêteurs. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le ministère français de la Défense, car les forces françaises stationnées à Kidal au moment des faits doivent donc s'expliquer sur bien de choses. Il faut alors une déclassification du dossier. Pour l'heure, cette procédure est renvoyée au calendrier grec, au grand désarroi donc des familles de Ghislaine et de Claude. Alors, que sait-on 2 ans après? Pierre-Yves Schneider, vous êtes du collectif des amis de Ghislaine et de Claude. Bonjour. Oui, bonjour, et je vous remercie beaucoup pour cette invitation à participer à cette émission. En effet, à une date qui pour nous est extrêmement douloureuse. Je crois qu'elle est douloureuse pour beaucoup de Français, beaucoup de journalistes et aussi beaucoup de Maliens qui ont connu Ghislaine et Claude, ou qui savent la qualité de leur travail lorsqu'ils étaient parmi nous. Alors c'est vrai que 2 ans après, nous qui sommes les amis de Ghislaine et Claude, on se pose toujours en gros les mêmes questions, à savoir qui sont les coupables, qui sont les tueurs, qui sont les commanditaires réels, dans quelles circonstances aussi ces morts sont arrivées ce 2 novembre 2013, et puis quelles sont les raisons aussi. Et voilà, toutes les questions en fait que nous posons depuis le début, depuis novembre 2013, elles restent aujourd'hui posées. Alors vous disiez, les choses n'avancent pas en effet. Vous disiez, tous les regards sont tournés vers le ministère de la Défense. C'est vrai que nous avons, dans toute notre action, et en particulier en ce jour, adressé un message en direction des autorités françaises pour que cette levée du secret défense soit vraiment effective. Alors moi, ce que je peux vous dire, et je ne sais pas une information exclusive, mais il se trouve que c'est tombé sur les téléscripteurs, comme on disait avant, il y a peu de temps, on vient d'annoncer, le ministère de la Défense vient d'annoncer, à la suite de notre conférence de presse et à la suite de certaines déclarations sur l'antenne de Radio France Internationale, que ce secret défense serait totalement levé avant la fin de l'année. Donc c'est évidemment une satisfaction pour nous parce que nous avons une réponse rapide. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous attendons depuis 2 ans.
et que nous attendons en particulier depuis le 12 mai 2015, c'est-à-dire la date où le juge, en l'occurrence qui était le juge Trévidic du pôle antiterroriste, le juge a fait cette demande de levée du secret défense le 12 mai. Donc il y a bientôt 6 mois. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le ministère de la Défense a accusé réception, et puis ensuite, le président de la République, qui nous a reçus, François Hollande, au mois de juillet, nous a assuré que ce secret défense serait levé, que c'était à la fois une demande, on va dire, justifiée, et cette levée serait imminente. Et donc nous avons aujourd'hui, évidemment, considéré qu'il y avait un vrai souci, puisque la réalité de cette levée n'existait toujours pas. Alors évidemment, c'est la preuve que notre action, si vous voulez, est une action importante, qu'il faut absolument faire pression et qu'il faut continuer à ne pas oublier et à parler. Elle est faite aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole et je répondrai évidemment à vos questions avec plaisir. D'accord, nous allons revenir vers vous tout à l'heure. Alors, juste avant, je fais réagir Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, vous êtes donc de l'association des éditeurs de presse privée au Mali, une association très affectée par ces disparitions en leur temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez de plus qu'hier ? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais une fois de plus m'incliner, en tout cas sur la dépouille de nos illustres disparus, que leur âme repose en paix. Ceci dit, depuis 2 ans, nous n'en savons rien encore. On n'a pas bougé d'un iota. Ce sont toujours les mêmes propos, on est toujours buté au même mur. L'affaire est gérée avec la même opacité. Aujourd'hui, quand on parle de secret défense dans cette histoire, moi je n'y comprends absolument rien. Ont-ils été tués par l'armée française pour parler de secret défense? Moi je ne comprends absolument rien. Moi je pense qu'à son temps, on avait dit qu'ils avaient été tués par des islamistes qui ont été identifiés, dont 2 responsables ont trouvé la mort. Et je ne comprends pas qu'est-ce que, en tout cas, une affaire de secret de défense de l'armée française vient faire dans cette histoire. Donc, s'ils ont une part de responsabilité, qu'on le dise très clairement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très affectés par cette situation. Ça aurait pu être n'importe qui, un journaliste malien, un journaliste français, un journaliste de n'importe quel pays, parce que le nord du Mali avait besoin, en tout cas, d'être informé, que le monde avait besoin d'être informé sur tout ce qui s'est passé au nord, parce que c'était une zone occupée, une zone de conflit, avec tout ce que cela comporte comme violation des droits de l'homme, comme... Et tous les problèmes que nous connaissons lorsque ce genre de situation arrive. Donc aujourd'hui, du côté des autorités maliennes, on n'en voit absolument rien. Et j'ai même l'impression qu'il y a une prime, en tout cas au crime, parce que le monsieur devant la porte duquel ils ont été enlevés, ce monsieur est là, il n'est pas inquiété, et d'ailleurs il se porte mieux. Donc moi je ne comprends pas, du côté des autorités maliennes, on ne fait absolument rien, et du côté français, on vient de nous sortir cette fameuse histoire de secret défense. Donc pour moi, c'est une fois de plus une volonté manifeste et de la part du gouvernement malien et de la part des autorités françaises de piétiner cette enquête et pour que la vérité ne voit pas le jour. D'accord. Merci beaucoup Ibrahim Koulibaly de l'association des éditeurs de presse privée au Mali. Alors nous avons en ligne Serge Daniel. Serge qui est journaliste, écrivain mais également correspondant de RFI donc au Mali. Alors Serge, vous êtes particulièrement très affecté par ces assassinats de Ghislaine et de Claude. Vous marquez d'ailleurs le deuil à votre manière, l'anniversaire donc de ces assassinats à votre manière. Aujourd'hui, 2 ans après, qu'est-ce que vous ressentez? Alors moi, c'est d'abord souvenir. Il y a 2 ans, j'étais chez moi, je reçois un coup de fil et puis on me dit, voilà, ils ont été, 2 confrères qui sont à Kidal, qui ont été enlevés et assassinés. Alors, tout de suite, j'ai pensé à eux parce que je les connaissais bien. Je les avais reçus quelques jours avant à Bamako. Ghislaine, moi, je l'appelais Gigi. Claude, je le connaissais. J'étais l'un des rares à connaître les 2. Claude, quand je l'ai connu à l'époque, il avait une pipe à l'époque. Il avait une pipe. Je le revois encore à Ségou. Je le revois à Bamako. Je le revois à un sommet France-Afrique. Donc, moi, ce sont des amis d'abord qui ont
été assassinés. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré exactement comme j'ai pleuré le jour de la mort de mon père, 10 ans avant. Je ne sais pas, j'avais un sentiment, il y avait la douleur, il y avait la colère, J'étais vraiment très très mal parce qu'en plus, j'étais impliqué indirectement dans ce voyage, puisqu'ils étaient déjà allés à Kidal une fois. Et c'est moi qui ai conseillé à Claude et à Ghislaine à l'époque. La première fois ils allaient à Kidal, c'est moi qui ai proposé, qui ai conseillé d'inviter chez le gouverneur de la région de Kidal. Et c'était très important, ils ont habité là-bas, le gouverneur squattait, vous vous souvenez, vers la mairie, ils ont vécu une ambiance, ils étaient connus, appréciés. Donc, il y a chez moi d'abord la douleur qui est, je vous dis, intacte. Aujourd'hui, je n'ai par exemple pas travaillé ce genre de recueillement. Je m'exprime là en tant que journaliste, écrivain, comme vous l'avez dit, mais également, exceptionnellement, je suis quand même à la maison des réfugiés. Donc la douleur, l'incompréhension également, parce que 2 ans encore, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. À quelle heure ils ont été exactement enlevés, à quelle heure ils ont été exactement assassinés. Et qui est important, ils étaient sur quelqu'un, vous l'avez entendu tout à l'heure, à quelle heure ils ont quitté cet domicile. L'heure que nous avons actuellement, l'heure à laquelle ils auraient quitté le domicile du responsable d'un groupe armé, peut ne pas correspondre à la réalité. Quel est cet avion qui a survolé Kidal quelques minutes avant? Quel est cet avion qui est intervenu peut-être quelques heures avant? Est-ce que l'avion est intervenu? Que s'est réellement passé? On ne le sait pas. Et tant qu'on ne va pas le savoir, la douleur, même le jour qu'on va le savoir, la douleur ne va passer. Nous scier, s'effacer, mais on saura au moins ce qui s'est réellement passé, c'est très important. C'est très important de savoir ce qui s'est passé. J'ai entendu effectivement tout à l'heure, il y a une dépêche d'agence qui annonce que le gouvernement français a enfin décidé de lever le secret défense jusqu'au mois de décembre. Mais pourquoi attendre jusqu'au mois de décembre? Que cache-t-on réellement? Qui cache quoi? Voyez-vous, il y a des questions qui sont de plus en plus nombreuses. Et quand on n'aura pas, tant qu'on n'aura pas la réponse, les réponses utiles, nécessaires, nous ne pourrons pas franchement digérer ce qui s'est passé. On ne pourra pas digérer quand on aura les réponses nécessaires. Mais il faut savoir ce qui s'est passé. D'accord. Merci beaucoup Serge, très ému. On le ressent d'ici. Alors nous allons observer quelques secondes de pause et nous nous retrouverons pour la suite. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani fait aujourd'hui le point sur les enquêtes sur les assassinats de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au cours de leur travail qui consistait à réaliser une série de reportages sur les législatives de 2013. Alors nous faisons le point avec nos invités. Alors il est très difficile, on l'imagine, de décrypter, de décortiquer tous les aspects d'une procédure judiciaire. Aujourd'hui, qui mène désormais l'enquête à Paris? Marc Trévidy, le juge qui est en charge du dossier, a été affecté à Lille, si je ne m'abuse, qui gère aujourd'hui ce dossier de Ghislaine et de Claude à Paris, Pierre-Yves Schneider. Oui, c'est un nouveau juge qui a remplacé le juge Trévidy. Et c'est évidemment inquiétant pour l'avancée de l'enquête. Il ne s'agit pas de mettre en cause les qualités de ce nouveau magistrat, mais il faut savoir que le pôle antiterrorisme croule sous les dossiers et que tous les dossiers du juge Trévidy ont été transmis au nouveau juge qui s'appelle le juge Jean-Marc Herbeau. Lui-même, qui a été vu par certaines parties civiles depuis quelques semaines, reconnaît qu'il est submergé de travail. Donc, si vous voulez, peu de choses ont été faites depuis le début de l'instruction judiciaire, c'est-à-dire depuis mai 2014, et on peut craindre malheureusement que cette enquête soit totalement ou en grande partie immobilisée par ce changement de juge. Donc, vous savez, on dit l'enquête n'avance pas, mais on se demande même si cette enquête, elle existe, si vous voulez. Il y a une enquête préliminaire, ça commence comme ça, une enquête préliminaire qui est dont le parquet de Paris
a déplacé des enquêteurs. C'était en novembre, fin novembre, début décembre 2013. Cette enquête a été mal faite. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Tous les gens qui ont suivi ça savent que ça a été une enquête bâclée sur le terrain. Et c'est sur cette enquête essentiellement, et sur un certain nombre assez rare d'ailleurs d'auditions de témoins, que le juge inspecteur peut travailler depuis. Vous savez, on s'est rendu compte, nous, l'association, que c'était essentiellement les éléments d'information que l'on amenait nous-mêmes, vous vous rendez compte, depuis Paris à la justice, qui faisaient éventuellement avancer l'enquête. Rien de plus. On imagine, quand on est simple citoyen, et j'imagine qu'on soit malien ou qu'on soit français, c'est la même chose, qu'il y a toute une bande d'enquêteurs qui passent son temps au téléphone ou à enquêter, à aller voir sur le terrain, à interroger des gens, etc. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas du tout malheureusement comme ça que ça se passe. Ce sont des dossiers avec certaines de choses qui viennent s'accumuler semaine après semaine et qui sont des éléments très mineurs. C'est pour ça que quand Serge Daniel disait tout à l'heure, on ne comprend pas pourquoi le secret défense n'est pas levé plus rapidement, il a raison, parce que ce dossier n'est pas, je ne vois pas pourquoi il serait aussi compliqué et ça prendrait autant de temps à trouver les éléments. Bon, par ailleurs, il faut dire que la justice manque de moyens. Et quand on dit la justice, il faut voir la justice française, mais aussi la justice malienne. Et du côté du Mali, nous regrettons évidemment qu'elle ne puisse pas disposer de moyens véritables en termes d'expertise. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, il y a eu des commissions rogatoires qui sont revenues très récemment auprès du juge chargé de l'instruction, des commissions rogatoires internationales, donc qui viennent du Mali. Ces commissions rogatoires ne sont pas utilisables, il n'y a rien dedans. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas avec ça qu'on peut travailler. Et je crois savoir que même le président malien a déclaré il y a quelques jours sur l'antenne de RFI que le Mali manquait d'expertise. Il expliquait d'une certaine manière les difficultés, les lacunes de la justice malienne à propos de cette enquête. Et bien peut-être que la justice française pourrait aider peut-être la justice malienne, en effet, à enquêter elle-même, à continuer ce travail d'instruction qui est indispensable à la fois à Paris, mais aussi au Mali. Alors, Kidal est une zone compliquée, on le sait, bien sûr, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, et on sait que c'est probablement le contexte extrêmement particulier, très difficile, très compliqué de Kidal. C'est dans cette explication de ce contexte qu'on trouvera éventuellement un jour les réponses aux questions que nous posons. Ce contexte, c'est un contexte géographique, mais c'est aussi un contexte, celui du mois d'octobre-novembre 2013, où on sait qu'il y a eu la libération des otages qu'on a qualifiés les otages français d'Arlit, que tout ça s'est passé, voilà, sur l'espace de quelques jours. Et ce sont les jours où nos amis Gisèle et Claude étaient présents. Donc tout ça, c'est une affaire probablement extrêmement compliquée. L'un de vos interlocuteurs, pardonnez-moi, disait tout à l'heure, mais je ne comprends pas ce que vient faire le secret défense, etc. Il y a une procédure qui est engagée par un juge indépendant, qui dit il est possible que l'armée ne nous dise pas exactement la vérité en ce qui concerne les circonstances. C'est-à-dire que nous n'avons pas ces informations. La demande de levée du secret défense, c'est pour ça, c'est pour que l'armée soit obligée de dire un certain nombre de choses. Ce qui s'est passé. Quand on pense à l'armée, voilà, ce qui s'est passé au moment après l'enlèvement. On sait que l'enlèvement, et Serge Daniel le rappelait tout à l'heure, est intervenu vers 13h05, 13h10, le 2 novembre 2013. On sait que plusieurs personnes, dont Serge Daniel, ont été tenues au courant extrêmement rapidement, à la fois de cet enlèvement, mais aussi de la mort de Gisèle et Claude. Et en revanche, on sait que ce sont des militaires, 1 heure et quart ou 1 heure et demie plus tard, qui ont retrouvé les corps. Qu'est-ce qui s'est passé Serge Daniel, c'est lui qui l'évoquait tout à l'heure, c'est lui qui parlait d'un avion. Qu'est-ce que c'est que cet avion on sait qu'il y a eu, en tout cas, des témoignages, on parlait de cet avion. Qui survolait donc la zone au moment du rapt. Je viens d'en entendre de la bouche de Serge Daniel, qui a recueilli, j'imagine, comme d'autres journalistes au Mali, des témoignages. Donc tout ça, ce sont des questions, si vous voulez, et nous ne pouvons pas, ni vous ni moi, répondre à ces questions. En revanche, il y a des forces qui étaient présentes à Kidal, des forces françaises, les forces de la MINUSMA, et puis peut-être aussi, il faudrait aussi que les habitants de Kidal puissent dire des choses, parce que nous sommes convaincus que la vérité est connue. Nous en sommes convaincus. D'accord. Mais
Excusez-moi, je suis un peu long. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Nous allons donc donner la parole aux autres pour faire avancer un petit peu les choses. C'est la loi donc du débat. Nous allons nous retourner vers vous tout à l'heure. Alors, Serge Daniel, s'il est difficile aujourd'hui pour la partie française de mener ces investigations, que dire de la partie malienne? Oui, non, mais moi je voulais quand même revenir un peu sur ce que disait l'ami Pierre tout à l'heure. En ce qui concerne le changement de juge, il faut préciser quand même que M. Trevedic a fait un excellent boulot, un excellent travail. Je l'ai rencontré moi-même en France. À l'époque, il était encore aux affaires, mais généralement, le poste qu'il occupait était un poste stratégique. Et en règle normale, je crois que c'est tous les 10 ans ou tous les 8 ans, il fallait changer de juge. Donc c'est une procédure normale dans le système judiciaire français. Maintenant, avant de revenir sur le débat, l'enquête côté malien, il faut quand même dire qu'en France, il y a quand même, en termes de procédure, il y a des problèmes. Je ne comprends pas pourquoi nous autres journalistes ou des autres ou d'autres des citoyens lambda devraient être plus informés plus que des juges, alors qu'eux ils disposent de plus de moyens. Ça, c'est un gros problème. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de ralentir la marche de la vérité, on est en train de ralentir la marche de l'enquête. C'est mon point de vue, c'est mon sentiment qui est partagé par plusieurs personnes. Maintenant, côté malien, c'est très intéressant parce que j'ai eu accès à des personnes du monde judiciaire qui sont proches du dossier, que je ne peux pas nommément citer, mais qui m'expliquent clairement, qui dit ceci. Il y a quelqu'un qui est très proche du dossier qui m'a dit ceci, par exemple, c'est une citation, côté Serge, quand tout le monde va vouloir qu'on sache la vérité, on saura la vérité. Nous autres Maliens, nous avons reçu des demandes d'entraide judiciaire, mais nous n'avons pas les moyens. Nous avons quand même expliqué à nos collègues français que voilà, nous proposons de mettre en place un dispositif pour pouvoir avancer. Nous attendons toujours les réponses, nous n'avons pas les réponses. Nous autres Maliens, nous n'avons pas les moyens, ça c'est une citation qui continue, nous n'avons pas les moyens de nous rendre à Kidal. Vous savez que Kidal est occupé par la rébellion, nous ne pouvons pas aller enquêter sur place, nous n'avons pas les moyens de retracer les écoutes téléphoniques, les Français peuvent le faire. Nous savons quand même qu'il y a des téléphones qu'on peut retracer, qu'on peut réécouter, et donc c'est un sentiment plutôt d'impuissance côté malien, mais d'impuissance, mais en même temps de révolte, en disant mais nous, ce que nous pouvons, nous voulons bien le faire, mais il faut que les Français, moi je le répète, les Français sont les mieux informés aujourd'hui dans le nord du Mali. Il faut que les Français nous aident à avancer dans ces recherches, dans ces enquêtes. Donc côté malien, voilà ce qu'on dit un peu sur le plan judiciaire. Et des hommes qui être vraiment des hommes volontaires, des hommes qui veulent faire avancer le dossier. Côté politique, c'est quasiment la même chose. On ne peut pas dire aujourd'hui que le gouvernement malien, par exemple, veut cacher quelque chose. On a vu le président malien de quasiment une fontaine le jour du corps de Claude ici à Bamako, j'étais à l'aéroport. Et ce que disent des politiques en privé, c'est nous voulons avancer, mais comment nous n'avons pas les moyens d'avancer? Ce qui peut nous aider à avancer, c'est quand même la France. Est-ce que vous voyez? Je voulais terminer en parlant également du rôle de la mission de Mali. On a quand même, on sait aujourd'hui quasiment avec précision qu'il y a un avion de la MINUSMA qui décollait quasiment au même moment de Kidal, et que c'était un chef militaire de la MINUSMA qui était à bord. Que s'est-il passé? Est-ce que des consignes ont été passées? On sait qu'on parle également de notre avion qui aurait survolé la ville de Kidal. Donc il y a trop de non-dits, il y a trop de zones il y a trop de flou dans cette affaire-là, ce qui fait qu'on a l'impression vraiment... Alors, ralentit la marche de la... La ligne se dégrade. Je rappelle qu'il pleut à Bamako et c'est peut-être la raison donc de la dégradation de cette ligne, de cette liaison avec Serge Daniel. Merci Serge. Nous allons vous rejoindre tout à l'heure. Juste avant, je fais réagir Ibrahim Koulibaly. Merci Serge et à tout à l'heure. Ibrahim Koulibaly, vous êtes de l'ACEP aujourd'hui. Au moment donc de ce rapt et de ces assassinats, il y avait la question des otages français à Arlit et également
également certains otages qui étaient tenus prisonniers par les terroristes dans le nord du pays. Aujourd'hui, est-ce que la thèse de la bavure est plausible? Est-ce qu'on peut scruter cet horizon-là? Bon, bavure, c'est difficile de confirmer cela. Mais bavure, c'est très facile à concevoir parce que bavure, ça veut dire quoi? Que peut-être qu'il y a une erreur de cible, un truc. Mais moi, je trouve que cela n'engage que moi. C'est loin d'être une bavure. Parce que pour qui connaît la position de la France à Kidal à l'époque? La France était le seul maître à Kidal. Donc la France avait toutes les informations, tout ce qui s'est passé à Kidal, la France le savait. Un. De deux, il s'agit de Kidal. Cela veut dire ce que ça veut dire. À l'époque, qui était le maître de Kidal? Kidal était sous responsabilité des maîtres de certains chefs rebelles qui sont bien connus. Un. De deux, Kidal, ce n'est qu'une ville, ce n'est pas la région de Kidal, mais ça s'est passé dans la ville de Kidal. Et pour qui connaît le nombre d'habitants, en tout cas la superficie de la ville de Kidal, donc un tel acte devrait être rapidement situé. Deux. Troisièmement, quand on parle de Kidal, Kidal est une société hiérarchisée. On sait qui est qui et qui peut faire quoi. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi à Kidal. Donc, si étant dit, moi je trouve que avec une volonté de faire avancer les choses, qu'on interroge en tout cas les maîtres de Kidal à l'époque, la réponse est vite trouvée. Mais aujourd'hui, ce que moi je crains, peut-être que nos deux confrères ne soient pas sacrifiés au nom des intérêts franco-maliens inavoués. C'est ça, moi, mon inquiétude aujourd'hui. Sinon, Kidal, pour ceux qui connaissent bien Kidal, on sait que n'importe quel acte posé à Kidal, on est capable de situer les responsabilités. Parce que, comme je le dis, Kidal est une société de classe. Kidal, c'est des maîtres, c'est des sujets. Donc, on sait qui est qui peut faire quoi. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, j'accuse beaucoup plus les autorités françaises que les autorités maliennes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de justice à Kidal, les autorités maliennes n'y étaient pas. Même aujourd'hui, les autorités maliennes ne sont pas encore à Kidal. Donc, ils ne peuvent pas disposer de suffisamment d'éléments pour mener une telle enquête. Mais la France, contrairement à la France, qui était là, qui a même empêché à un moment donné les forces maliennes de se rendre à Kidal. Donc, ce sont les Français qui étaient là. Et comme Serge l'a dit, il y a des écoutes téléphoniques qui peuvent être aujourd'hui tracées. Donc moi, je pense que c'est des citoyens français, c'est vrai. Si la France veut que l'enquête avance, elle avancera. Mais au-delà de ça, ce sont nous, nos confrères à nous, ce sont des journalistes, et nous allons nous battre jusqu'au bout pour que la lumière soit faite sur ces assassinats. D'accord. Alors nous allons observer quelques secondes de pause et nous nous retrouverons. Une réaction, Un avis, un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous faisons aujourd'hui le point dans le grand dialogue des assassinats de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon à Kidal le 2 novembre 2013. 2 ans après, l'enquête n'avance pas, tant du côté français que du côté malien. Alors Serge, nous allons un peu revenir en arrière avec parler un peu de cette personne, Mohamed Ali Ag Wassouden, qui était considéré comme un des témoins clés de ce dossier. Mohamed Ali Ag Wassouden, qui a été un moment interpellé, incarcéré momentanément à la maison d'arrêt de Bamako. Il s'est évadé en tuant un gardien, ensuite rattrapé par les services secrets maliens, ensuite libéré par les autorités au nom de la libération d'autres otages dans le nord du pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette interpellation et cette incarcération et même cette libération peut avoir comme effet sur ce dossier? Serge? Allô? Serge, alors je demandais l'affaire qu'il y a eu autour de la personne de Mohamed Ali Ag Wassouden. Qu'est-ce que cette affaire de Wassouden peut avoir comme impact sur le dossier des deux journalistes de RFI?
Écoutez, l'affaire Wadoussen, c'est l'une des ambiguïtés de ce dossier. Vous savez, il est mort aujourd'hui. L'histoire est la suivante, vous la connaissez. Il a, en 2011, participé à l'enlèvement de 2 ressortissants français. Là, nous sommes à Ambori. Et il les a rendus, il les a remis à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Grâce aux écoutes françaises, il a été interpellé à Gao. La France a loué un avion pour qu'il soit extradé de Gao, transporté de Gao à Bamako, où il purgeait une peine de prison. En prison, comme vous le savez, il a assassiné un surveillant de prison et il s'est retrouvé dehors. Et finalement, il a été arrêté. Et pour libérer les otages français, les islamistes, les djihadistes, les auteurs du rapt des otages français ont demandé parmi les terroristes à libérer, ils ont demandé à la libération de Wadoussen. Wadoussen a été comme ça libéré de cette manière. Il a été rendu dans un avion français, il est parti dans le nord, il a regagné les collines de Terrara, dans la région de Kidal. Moi, j'ai vu par un réseau personnel, j'ai vu le film de son accueil là-bas, quand il est retourné chez les terroristes, ils étaient habillés en bleu, c'était la fête. Et quelques mois après, Wadoussen, on apprend que Wadoussen a été tué par l'armée française. Donc il est officiellement mort aujourd'hui. Et là, c'est aussi une ambiguïté. Est-ce pourquoi on ne l'a pas pris vivant? Est-ce qu'on a voulu cacher quelque chose? Est-ce qu'on a voulu tuer un témoin gênant? Excusez-moi de poser toutes ces questions. Peut-être que je pose trop de questions, mais nous avons envie de savoir, quoi. Merci beaucoup Serge. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, mais également correspondant de RFI donc au Mali et un ami très proche donc des défunts. Alors Pierre-Yves Schneider, vous êtes du collectif des amis de Ghislaine et de Claude. Au moment, est-ce que vous avez suivi cette affaire de libération de terroristes au Mali et quel était l'état d'âme donc des familles des victimes des familles de Claude et de Ghislaine à cette époque-là? Écoutez, si j'ai bien compris votre question par rapport à ce que disait Serge Daniel à l'instant, nous savons que depuis plusieurs mois, les forces spéciales françaises ont fait un certain nombre d'interventions qui se sont soldées par ce qu'on appelle faussement pudiquement la neutralisation d'un certain nombre de djihadistes, en particulier Abdelkrim Targhi, qui est mort, et on sait qu'à cette occasion, des personnes ont été aussi arrêtées, donc probablement interrogées, et ces gens ont-ils parlé, ont-ils dit des choses concernant le 2 novembre? Nous n'en savons rien. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut demander la levée du secret défense, à savoir que l'armée française soit obligée de dire un certain nombre de choses. L'autre chose que je pourrais dire à ce propos, c'est que nous avons la conviction, en tout cas un certain nombre de journalistes qui font partie de l'association, qu'il s'agit bien d'un clan, d'une famille que l'on retrouve en permanence parmi les, on va dire, les suspects principaux de cet assassinat. Ça me semble bien en fait qu'on ne sait pas dans quelles conditions les choses sont. Alors, la ligne se dégrade. J'espère que nous... Oui. Voilà, allez-y. Allez-y, Pierre. Est-ce que ça va mieux? Oui. Je dis que nous avons aujourd'hui des suspicions, des présomptions concernant la participation, en tout cas, d'un certain nombre de gens, dont le djihadiste que vous venez de citer et qui a été tué avant, au mois de juin, je crois, au mois de mai ou au mois de juin dernier. Donc, il est certain qu'avec ces neutralisations, avec ces arrestations, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent nous permettre peut-être de nous rapprocher de la vérité. Et la vérité, c'est à la fois les circonstances, mais je rappelle aussi, c'est pourquoi. Pourquoi ont-ils été tués? Est-ce qu'il s'agit d'une bavure? Est-ce qu'il s'agit d'une bavure? Quand je dis bavure, ça peut être en effet des djihadistes qui, se sentant menacés d'une manière ou d'une autre, décideraient finalement d'exécuter leurs otages. Moi, quand je lis le dossier d'instruction, et nous avons des informations là-dessus, on a du mal
à imaginer, si vous voulez, le récit qui nous a été fait depuis le début de cette affaire. Donc là aussi, ça justifie le fait que l'armée nous dise davantage, communique davantage pour aider la justice. C'est absolument indispensable. D'accord. Alors, malgré ces mobilisations autour de cette affaire, quel est l'état d'âme aujourd'hui, l'état d'esprit des familles? Écoutez, il est très combatif. Hein. Il est très combatif parce que Ghislaine et Claude, ce sont des membres de notre famille, ce sont des amis proches, et parce que, à la fois en tant qu'amis, en tant que proches, en tant que collègues, certains d'entre nous, en tant que journalistes, en tant que citoyens, tout simplement, citoyens français, on a besoin de savoir. Ce sont deux journalistes de service public qui ont été assassinés. On ne peut pas dire qu'ils ont sauté sur une mine. Ce ne sont pas des victimes, on va dire, indirectes d'un conflit, d'une guerre. Vous le rappeliez en début d'émission, Ghislaine et Claude étaient à Kidal pour préparer une émission de radio sur la réconciliation, sur la paix. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient en reportage de guerre, pas du tout. Ils étaient là pour préparer une émission. Et ils étaient là de manière assez décontractée. Donc voilà, nous nous sentons combatifs parce que nous avons compris que c'est en partie à cause de notre action que les choses peuvent éventuellement bouger. Si nous avons rencontré le président de la République et s'il a été obligé de parler, c'est parce que nous existons. Lorsque RFI peut interroger le président IBK, il peut évoquer aussi l'action de l'association à Paris, mais aussi des amicales qui se créent, je crois, actuellement et depuis un certain nombre de temps au Mali. Donc c'est une capacité de pression qui est extrêmement importante. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la conférence de presse a été très suivie, que ce soir, dans les locaux de Radio France Internationale, il y a eu la remise de la bourse Claude Verlon et Ghislaine Dupont en direct de Madagascar. Je peux vous dire que la maman de Ghislaine a pu s'exprimer à l'UNESCO cet après-midi devant des responsables de l'UNESCO qui travaillaient sur la question de l'impunité des assassinats de journalistes. Donc voilà, notre action, elle est difficile, elle sera longue, mais elle est opiniâtre, il faut qu'elle se poursuive. Et on a besoin pour ça de toutes les énergies, y compris les énergies au Mali, évidemment. Et moi, je tiens aussi à dire, parce que je pense que ce sera peut-être la dernière occasion pour moi de parler pendant cette émission, c'est de dire que on pense aussi évidemment aux Maliens qui sont victimes du conflit qui perdure. Évidemment, on est solidaire aussi de tous les journalistes maliens qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Je connais un peu le Mali, je connais beaucoup de journalistes maliens et je voudrais aussi leur rendre hommage parce que leur travail est extrêmement compliqué sur le terrain. Merci beaucoup Pierre-Yves Schneider du collectif donc des amis de Ghislaine et de Claude. Alors nous avons vu en son temps la maman de Ghislaine Dupont adresser une lettre au président français par rapport à cette situation, par rapport à l'avancement donc du dossier. Alors une dame très âgée. Alors Serge, aujourd'hui, est-ce que avec la promesse de déclassification donc du secret défense, vous pensez que ce cri de cœur de la maman de Ghislaine est entendu par les autorités françaises? Je crois en partie. Si on décide de lever le secret défense sur un certain nombre de dossiers, c'est aussi parce qu'il y a eu la mobilisation des amis de Ghislaine et de Claude, de sa famille également. Et je pense que ce n'est pas pour le moment le soulagement pour la maman de Gigi, la maman de Claude, les parents de Gigi et de Claude. Ce n'est pas encore le soulagement pour nous, mais c'est un début. Ça veut dire que nous avons quand même, si vous permettez l'expression, nous avons marqué un coup. Nous avons marqué un coup dans cette lutte pour savoir ce qui s'est passé. Imaginez une mère, vous avez votre fille qui connaît très bien l'Afrique, qui est journaliste, qui va sur le terrain, et puis on vous dit, on arrange, on vous présente des condoléances, on dit, bon voilà, elle est morte, elle a été assassinée en mission. Alors vous imaginez ce que ça représente pour une mère, un discours comme ça. Mais la réaction normale de la mère après, c'est de dire, comment est-elle réellement morte, ma fille? Donc effectivement, cette décision de
du gouvernement français de lever le secret défense, c'est une bonne chose. La question que je me pose même, c'est de savoir pourquoi on a attendu jusqu'à ce mois-là. En plus, on a attendu la date anniversaire pour annoncer que dans un mois, on va lever le secret défense. Donc c'est un peu comme si, permettez l'expression, peut-être que je ne parle pas sous le coup de l'émotion, je sais ce que je suis en train de dire, mais peut-être que je vais un peu trop fort. Mais on a traîné, certains ont traîné le pas, certains ont traîné la marche de la vérité, c'est mon sentiment, et nous devons savoir, nous devons tout faire pour savoir ce qui s'est réellement passé il y a 2 ans jour pour jour. Merci beaucoup Serge. Serge, vous êtes journaliste, écrivain, mais également correspondant et ami des disparus de Ghislaine et de Claude, correspondant de RFI donc au Mali. Merci. Et Ibrahim Koulibaly de l'association des éditeurs de presse privée au Mali. Aujourd'hui, les Nations Unies ont décrété le 2 novembre journée internationale donc de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'impact de cette journée sur la presse de façon générale, la protection des journalistes de façon générale? Le premier impact, c'est que désormais, c'est une protection quand même qui est là, qui n'était pas là. Donc, on nous reconnaît en tout cas une certaine sécurité, une certaine protection. De 2, ça peut peut-être aussi mettre la pression sur, en tout cas, tous ceux qui voudraient museler la presse, harceler les hommes de médias. Donc, ça peut vraiment les dissuader. Mais pour l'instant, c'est récent. Donc, on ne peut pas dire que bon, voilà, et ça va immédiatement mettre fin, en tout cas, aux agressions contre les journalistes. Ça va faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Mais désormais, quand même, c'est une reconnaissance de tous les risques de notre métier. C'est une protection pour nous, c'est une sécurité pour les journalistes en fonction. Mais ceci dit, aujourd'hui, et cette date, on doit mettre en tout cas beaucoup plus de contenu. Beaucoup plus de contenu. Quel genre de contenu? Ça dit qu'on fasse le bilan, en tout cas, des enquêtes qui ont été ouvertes. Pousser les pays à aller au fond des choses. Oui, pousser les pays à aller. Chaque année, il faut faire un rapport. Il ne s'agit pas de dire, bon, voilà, tel nombre de journalistes a été tué ou interpellé, mais que les dossiers qui sont pendants devant la justice concernant les agressions ou les assassinats des journalistes, chaque année, que, en tout cas, les Nations Unies qui ont bien voulu instituer cette journée arrivent à contraindre les pays, en tout cas, à donner des résultats des enquêtes menées par rapport aux assassinats, en tout cas aux agressions de nos confrères. C'est comme ça que la journée aurait, en tout cas, un certain contenu, ça aurait un certain poids et peut-être que ça va dissuader, en tout cas, tous ces grands ennemis, en tout cas des hommes des médias et de la presse, désormais, à ne pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup Ibrahim Koulibaly de l'association des éditeurs de presse privée au Mali. Et merci à nos 2 autres journalistes et invités de cette émission, Pierre-Yves Schneider du collectif des Amis de Ghislaine et de Claude, également Serge Daniel, journaliste et écrivain, mais également correspondant de RFI au Mali et ami proche donc des disparus. Merci à vous. Cette émission réfléchissait sur les 2 ans d'enquête de disparition donc de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. C'était le 2 novembre 2013 à Kidal, disparu après le rapt et leur assassinat donc dans la ville de Kidal. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Je suis Famoussa Sidibé. Gagny Kanté est à la technique. Ousmane Djadjetouré était à la réalisation de cette émission. Lassina Sinandao était à la régie vidéo. Merci à vous et bonsoir. À demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.